Bonjour à tous. Vous savez, on pense parfois tout connaître des gens qu'on aime. On pense connaître son mari, ses enfants. On pense connaître leur cœur par cœur comme une maison dont on aurait visité chaque pièce des milliers de fois. Et puis un jour, la vie vous montre qu'il y avait une pièce secrète, une pièce dont vous ignoriez tout. Je m'appelle Éléonore et ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de cette pièce cachée. Mon histoire commence par le pire jour de ma vie, mais elle s'est terminée en me révélant un amour si profond, si fidèle qu'il a réussi à traverser le voile de l'éternité. J'aimerais beaucoup, avant de commencer, savoir qui m'écoute aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et de quelle jolie région de France ou du monde vous m'écoutez. Savoir que nous partageons ce moment, cela m'aide. Le son du téléphone qui sonne au milieu de la nuit a une résonance particulière. Ce n'est pas un réveil en douceur, c'est une sirène qui déchire le tissu de vos rêves. Cette nuit-là, il était 3h17 du matin. Je me souviens des chiffres rouges de mon réveil qui me fixaient pendant que je cherchais le combiné à tâtons. C'était mon David. Sa voix d'habitude si pleine de vie et de chaleur n'était qu'un murmure effrayé tendu par la panique. Maman, a-t-il haleté, et je pouvais entendre la lutte pour chaque souffle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ma poitrine, je ne... Et d'un coup, la ligne est devenue morte. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. Je ne me souviens pas d'avoir attrapé mes clés ou d'avoir enfilé mon manteau par-dessus ma chemise de nuit. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être debout sous les lumières crues des urgences de l'hôpital. Et un médecin aux yeux fatigués me disait que mon fils, mon garçon vibrant de 45 ans, était parti. Une crise cardiaque foudroyante, a-t-il dit. Les mots étaient cliniques détachés, comme s'il décrivait une panne mécanique et non l'effondrement de mon monde tout entier. À côté de moi se tenait ma belle-fille, Stéphanie. Son visage était un portrait parfait du choc, ses yeux grands ouverts, sa main couvrant sa bouche. Nous n'avions jamais été ce qu'on appelle proches, elle et moi. David était toujours le pont bienveillant entre nos deux rives très différentes. Mais alors que je me tenais là, me noyant dans un océan de chagrin, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression, juste une seconde. C'était un regard que je ne pouvais pas tout à fait identifier caché derrière le masque du chagrin. Était-ce du soulagement? Non, me suis-je dit. Mon esprit me jouait des tours. Le chagrin fait ça, vous savez. Il vous fait voir des ombres là où il n'y a que de la lumière. Quant à ton qui... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je murmuré, sans m'adresser à personne en particulier, les mots semblant étrangers dans ma propre bouche. David ne pouvait pas être parti. Il était censé me survivre. C'est l'ordre naturel des choses, n'est-ce pas? Stéphanie a semblé se ressaisir avec un effort visible, ses épaules se redressant. Maintenant, Éléonore, on affronte la réalité, a-t-elle dit, et la froideur dans son ton était comme une éclaboussure d'eau glacée. David est parti, et il y a des décisions à prendre. Le gouffre entre nous, celui que David avait toujours si amoureusement comblé, était soudainement large de plusieurs kilomètres, et je me tenais au bord toute seule. J'ai tendu la main vers la sienne, un instinct maternel pour offrir du réconfort, pour nous rapprocher. « Ah, bien sûr, ma chérie », ai-je dit ma voix tremblante. « Nous allons traverser ça ensemble !» Elle a retiré sa main comme si mon contact l'avait brûlée. « Ça, on verra », a-t-elle murmuré, tournant son regard vers le couloir stérile. J'aurais dû entendre l'avertissement dans ces mots aussi clairs qu'une cloche d'église un dimanche matin. Mais mon cœur était trop brisé pour écouter. Je me suis juste dit que les gens vivent leur thème et rangent leur deuil différemment. Certains d'entre nous s'effondrent et d'autres construisent des murs. Je pensais qu'elle construisait juste ces murs. Je n'avais aucune idée à ce moment-là que c'était moi qu'elle essayait d'enfermer dehors. Il y a un étrange brouillard anesthésiant qui descend sur vous lorsque vous devez organiser les funérailles de votre propre enfant. Le monde continue de tourner. Les voitures passent, les gens rient dans la rue. Mais vous vous êtes piégé dans un cauchemar au ralenti fait de choix de cercueils et de gerbes de fleurs. Les 3 jours suivants ont été flous. J'ai proposé d'aider pour les frais, bien sûr. David était mon unique enfant, mon tout. « Oh, je m'en occupe !» a insisté Stéphanie, sa voix brève et efficace. Je suis sa femme, je sais ce qu'il aurait voulu. Cela semblait juste, alors j'ai pris du recul. Je l'ai laissé gérer la logistique pendant que j'essayais de m'atteler à la tâche impossible de résumer la vie magnifique de mon fils en quelques courts paragraphes pour son éloge funèbre.
J'ai appelé les membres de la famille, ma voix se brisant à chaque conversation, et j'ai fait de mon mieux pour maintenir ensemble les morceaux de mon cœur en éclats. À 67 ans, je pensais savoir ce qu'était la perte. J'avais enterré mes propres parents et mon cher mari 10 ans auparavant. Mais ceci, perdre un enfant, c'est un chagrin d'une toute autre ampleur. C'est une amputation de l'âme. La veille du jour où nous devions dire adieu à mon David, je me suis retrouvée assise dans son ancienne chambre d'enfant. C'était maintenant une chambre d'amis dans la maison qu'il partageait, Stéphanie et lui, la maison même que je les avais aidés à acheter. Je vivais avec eux depuis 2 ans, depuis la vente de ma propre maison. David avait insisté. Juste pour quelque temps, maman, avait-il dit, jusqu'à ce que tu trouves un endroit plus petit que tu aimes. Mais ce quelque temps s'était étiré, et je m'étais installée dans un rythme confortable, aidant aux tâches ménagères, préparant les repas, et faisant simplement partie de leur vie quotidienne. Je pensais être utile, je pensais faire partie de la famille. Assise là, j'ai regardé les photos encadrées sur la commode. David, lors de sa remise de diplôme rayonnant de fierté. David et Stéphanie, le jour de leur mariage si plein d'espoir. David tenant son petit-neveu à Noël dernier, ses yeux pétillants de rire. Mais alors que mes yeux parcouraient la collection, une prise de conscience froide m'a envahi. Toutes les photos récentes de David et de moi, elles avaient disparu. Celle où il m'accompagnait à l'hôtel au mariage de son cousin, celle de nous deux riant sur la terrasse l'été dernier, elles avaient été tranquillement retirées. Quand avait-elle fait ça? Quand avait-elle commencé à m'effacer de l'histoire de notre famille? On a frappé doucement à la porte, me tirant de mes pensées. Stéphanie se tenait là, les bras croisés. Le masque de la veuve déplorée avait disparu. À la place, il y avait un regard de calcul froid et dur. « Il faut qu'on parle, Éléonore », a-t-elle dit. Et j'ai su avec une certitude qui m'a glacée jusqu'aux os que la vie que j'avais connue était terminée. Avez-vous déjà dû sourire aux gens et accepter leurs condoléances, alors que votre monde entier s'effondre de l'intérieur? C'était moi aux funérailles sceaux de mon fils. Je dois reconnaître une chose à Stéphanie. Elle a orchestré un adieu magnifique. L'église était remplie d'élégants lys blancs. Les cantiques préférés de David résonnaient à travers les vitraux et la réception qu'elle a organisée ensuite était impeccable. Elle a joué le rôle de la veuve éplorée à la perfection, acceptant les étreintes et tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Mais je pouvais voir les fissures dans sa performance. Je l'ai entendu lui faire des commentaires sur le fait d'aller de l'avant et de commencer de nouveaux chapitres qui semblaient terriblement prématurés. Je me tenais dans la file pour recevoir les condoléances, ma main endolorie, d'être serrée par des amis bien intentionnés, quand j'ai entendu quelque chose qui a glacé le sang dans mes veines. Stéphanie était nichée derrière un grand arrangement floral parlant à voix basse et conspiratrice à sa sœur. L'assurance vie à elle seule couvrira le prémice immobilier pendant 2 ans, disait-elle. La voix de sa sœur était encore plus basse. Et pour Éléonore, où va-t-elle aller? Stéphanie a eu un petit rire sec et cassant. Ce n'est plus mon problème, c'est une adulte. Elle peut bien se débrouiller. Chicha. Les frais supplémentaires, c'est ce que j'étais. Un frais supplémentaire, un problème à débrouiller. Les mots m'ont frappé plus durement que n'importe quel coup physique. 2 ans que je vivais dans cette maison. J'avais vendu ma propre maison pour leur donner les 50 000 euros d'apport. Un fait pour lequel David avait toujours été si reconnaissant. Je pensais que je contribuais, que j'aidais à construire leur avenir. Mais, aux yeux de Stéphanie, je n'étais qu'une ligne sur son budget. Une ligne qu'elle était impatiente de rayer. Juste à ce moment-là, elle est apparue à mes côtés, son sourire public de nouveau collé sur son visage. « Éléonore, dit-elle, sa voix douce comme de la soie, pourriez-vous me donner un coup de main à la cuisine? Il y a quelques petites choses dont nous devrions discuter. » Je l'ai suivie comme un agneau, hochant la tête d'un air absent aux derniers endeuillés. Ma propre sœur m'a donné une dernière étreinte inquiète avant de devoir partir pour son vol de retour à Lyon. Dans la cuisine, Stéphanie a fermé la porte et la chaleur a instantanément disparu de son expression. « Je vais être directe, dit-elle d'une voix purement professionnelle. Cette maison était au nom de David, ce qui signifie qu'elle est légalement à moi maintenant. J'ai besoin de temps et d'espace pour gérer mon deuil, sans complications. « Oh, des complications !» ai-je demandé ma voix, à peine un murmure. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. « Votre présence ici,
a-t-elle déclaré non pas méchamment, mais avec une finalité dévastatrice. Ça ne me convient plus, Éléonore, j'ai besoin de mon intimité. Je l'ai dévisagée, essayant de retrouver la femme que mon fils avait aimée. La femme qui avait pleuré de joie quand il lui avait passé cette bague au doigt. Elle avait disparu. Stéphanie, je comprends, ai-je plaidé. Mais nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Donne-moi juste un peu de temps. Elle a levé une main, arrêtant mes mots. Non, ma décision est prise. Je vous donne jusqu'à demain soir pour faire vos affaires. Ce devrait être largement suffisant. Où suis-je censée aller? La question est restée en suspens entre nous. Elle a juste haussé les épaules, un petit geste indifférent qui m'a brisé le cœur une nouvelle fois. Vous êtes pleine de ressources, Éléonore. Vous trouverez bien quelque chose. La cruauté désinvolte de sa remarque m'a coupé le souffle. David serait horrifié de t'entendre parler comme ça, ai-je réussi à dire. Ses yeux ont rencontré les miens. Ils étaient aussi froids et vides qu'un ciel d'hiver. Mané David est mort, dit-elle les mots plats et définitifs. Et le plus tôt vous l'accepterez, le mieux nous nous porterons toutes les deux. C'est une expérience qui rend humble de devoir emballer 67 ans de votre vie dans 4 valises et 2 cartons. Chaque objet que je touchais, une photo délavée, la vieille montre de mon mari, un oiseau en céramique ridicule que mon David m'avait fait à la maternelle, et était un souvenir. Et chaque souvenir était une nouvelle vague de chagrin. Alors que je pliais soigneusement mes pulls et emballais mes quelques trésors dans du papier journal, je tendais l'oreille, espérant entendre les pas de Stéphanie dans l'escalier. Je priais pour qu'elle entre et s'excuse. Qu'elle me dise qu'elle avait été submergée par le chagrin et qu'elle ne le pensait pas. Bien sûr que je pouvais rester. Nous étions une famille après tout. Mais elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, à 6 heures précises, le lendemain soir, elle est apparue dans l'encadrement de la porte de ma chambre, désormais vide, les bras croisés sur sa poitrine. « C'est l'heure, Éléonore !» J'ai fermé la fermeture éclair du dernier sac, mes mains tremblant légèrement, et j'ai jeté un dernier regard à la pièce qui avait été mon petit sanctuaire. Ce n'était plus qu'une chambre d'amis impersonnelle et vide. « J'ai juste besoin de quelques minutes de plus pour tout descendre à la voiture », ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête en moi. « Je vais vous aider, dit-elle. Ce n'était pas une offre de gentillesse, c'était un ordre. Elle me voulait dehors et elle allait s'assurer que cela se fasse rapidement. Nous avons fait les allers-retours jusqu'à ma voiture dans un silence épais et suffocant. Alors que je chargeais le dernier carton dans le coffre, je me suis tournée vers elle, déterminée à faire un dernier appel à son humanité. « Stéphanie, ai-je commencé doucement, je sais que j'ai dû faire quelque chose pour que tu ressentes ça. J'aimerais que tu me dises ce que c'est pour que je puisse essayer de comprendre. » Mais son expression n'a pas changé. Il n'y avait aucune lueur de remords, aucun soupçon de compassion. « Vous n'avez rien fait de mal, Éléonore, » dit-elle, sa voix vide d'émotion. « Vous existez simplement, dans mon espace, dans ma vie, sur mon chemin. Ah, David avait pitié de vous, mais pas moi. L'honnêteté de la chose était plus brutale que n'importe quel mensonge. C'était plus propre en un sens. Il n'y avait plus de faux semblants entre nous. « Je vois », ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je suis montée dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. Une dernière pensée pratique a fait surface à travers la douleur. Y aura-t-il une lecture officielle du testament de David? Je suppose juste qu'il m'a peut-être laissé un petit souvenir. Elle a semblé véritablement déconcertée par la question. Pourquoi vous aurait-il laissé quelque chose? Vous n'êtes pas sa femme. Ce n'est pas comme si vous aviez jamais contribué financièrement à notre foyer. L'ironie était si piquante qu'elle m'a presque fait rire. Mes 50 000 € qui avaient rendu cette maison même possible semblaient s'être évaporés de sa mémoire. « Ah, bien sûr, ai-je dit, un sourire là touchant mes lèvres. Stupide de ma part de supposer. J'ai passé la première et je me suis éloignée du trottoir, n'osant pas regarder dans le rétroviseur. J'ai conduit vers le seul endroit auquel je pouvais penser, un hôtel Ibis en périphérie de la ville, un endroit pour les voyageurs sans véritable destination. Assise sur le bord du couvre-lit en polyester rêche dans une chambre qui sentait le désinfectant et la solitude, j'ai surpris mon reflet dans le miroir. J'ai vu une femme que je reconnaissais à peine, une veuve, une mère qui avait perdu son enfant, et maintenant, une femme sans abri.
Mais alors que les minutes s'égrenaient dans cette chambre stérile et silencieuse, quelque chose d'autre a commencé à s'agiter au fond de moi. Ce n'était pas seulement du désespoir, c'était quelque chose de plus aigu, quelque chose qui ressemblait presque à une étincelle. Stéphanie pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle m'avait proprement balayé de sa vie comme un tas de poussière. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre, c'est que mon David avait toujours été un bien meilleur fils qu'elle n'avait jamais été une épouse. Et notre histoire n'était pas encore terminée. Vous êtes-vous déjà retrouvé si bas que vous ne saviez plus dans quel sens était le haut? C'était moi dans cette petite chambre d'hôtel. Pendant 2 semaines, j'ai vécu dans d'étranges limbes, ma vie emballée dans des valises au pied du lit. Je passais mes journées à faire défiler les annonces en ligne pour de minuscules appartements ou des résidences pour seniors, mon estomac se nouant, chaque fois que je regardais mon compte d'épargne diminuer. Le silence était le plus difficile. J'étais tellement habituée au son familier d'une maison, le bourdonnement du réfrigérateur, le murmure lointain de la télévision, le sifflement joyeux de David quand il rentrait du travail. Maintenant, il n'y avait que le cliquetis du climatiseur et les bruits étouffés d'étrangers dans le couloir. Juste au moment où un désespoir tranquille commençait à s'installer, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Madame Éléonore, demanda une voix aimable et professionnelle. Ici, maître Mercier, j'étais l'avocat de votre fils David. Je me suis souvenu de lui instantanément. Un homme distingué, aux yeux bienveillants, que j'avais rencontré brièvement lorsque David et Stéphanie avaient signé pour leur maison. Oui, maître Mercier, ai-je dit, me redressant un peu contre les oreillers de l'hôtel. Je vous appelle pour vous informer que la procédure de succession est terminée. Il y aura une lecture officielle du testament de David à mon bureau mardi prochain à 14 heures. Votre présence est requise. Ma présence était requise. Les mots résonnaient dans ma tête. Je suis désolée, dis-je confuse. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Ma belle-fille Stéphanie semblait tout à fait certaine que... Il m'a coupé gentiment. Madame, je ne peux que vous dire ce qui est écrit dans le testament de votre fils, et il vous nomme très spécifiquement comme bénéficiaire. Je vous verrai mardi. Après avoir raccroché, j'ai juste regardé mon téléphone. David m'avait laissé quelque chose. Ça ne pouvait pas être grand-chose, me suis-je dit. Peut-être la vieille montre de son père que je lui avais donnée pour ses 30 ans, ou peut-être les albums photos de famille qu'il chérissait. Quoi que ce fût, c'était un message de mon fils, une reconnaissance finale de notre lien. Stéphanie ne serait pas contente, mais c'était un petit réconfort. Une petite lumière dans l'obscurité. Le mardi suivant, je suis arrivée au bureau de l'avocat avec quelques minutes d'avance. Je me suis assise dans ma voiture, les mains agrippées au volant, et j'ai regardé Stéphanie se garer dans une BMW argentée et élégante que je n'avais jamais vue. Elle est sortie vêtue d'une robe noire chic qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel total. Elle n'était pas seule. Un homme en costume cher que j'ai reconnu comme étant son frère Marc, qui était avec elle. Quand je suis entrée dans l'élégante salle d'attente, le visage de Stéphanie est passé de la sérénité au tonnerre en une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'elle fait là a-t-elle exigé de la jeune réceptionniste sans même prendre la peine de baisser la voix. La réceptionniste, Dieu la bénisse, n'a pas bronché. Madame Éléonore est ici pour la lecture du testament, madame. Quelle madame a lâché Stéphanie. Oh, les deux apparemment, a répondu froidement la réceptionniste. Marc s'est penché et a murmuré quelque chose à sa sœur, et elle a hoché la tête brusquement avant de prendre un siège aussi loin de moi que possible. Le message était clair. Nous n'étions plus une famille, nous étions des adversaires. Maître Mercier nous a appelés précisément à 14 heures. Son bureau était chaleureux et accueillant, tapissé de livres du sol au plafond. Il s'est installé derrière son grand bureau en acajou et nous a regardés par-dessus ses lunettes. « Mesdames, monsieur », commença-t-il sa voix calme et posée. « Je sais que c'est un moment difficile pour tout le monde. David a été très clair et spécifique quant à ses dernières volontés. Je vais lire le testament dans son intégralité. » Stéphanie s'est penchée en avant sur sa chaise, un regard d'anticipation aiguë sur son visage. J'ai simplement joint mes mains sur mes genoux et j'ai attendu, mon cœur battant comme un oiseau pris au piège. La première partie du testament s'est déroulée exactement comme je m'y attendais. Stéphanie, en tant qu'épouse, héritait de la maison, des voitures, des comptes de retraite substantiels de David et de sa police d'assurance vie.
À chaque élément que maître Mercier lisait, elle hochait la tête, un petit sourire satisfait, jouant sur ses lèvres. Elle m'a même jeté un regard une fois, un regard de pur triomphe. Puis le ton de maître Mercier a légèrement changé. Il a fait une pause et s'est éclairci la gorge. « Mais il y a cependant, dit-il en me regardant droit dans les yeux, une dernière disposition que David a ajoutée là, à son testament, il y a tout juste 3 mois. » L'air dans la pièce est soudainement devenu épais et lourd. Stéphanie a cessé de hocher la tête. Son frère a posé son stylo. J'ai retenu mon souffle. Maître Mercier a continué à lire le document. À ma mère Éléonore, lut-il, et mes yeux se sont remplis de larmes rien qu'en entendant les mots de mon fils, qui a fourni les 50 000 € d'apport pour notre maison et n'a jamais demandé un centime en retour. Je lui lègue l'intégralité du contenu du coffre-fort, numéro 3537, au Crédit Mutuel, ainsi que toute la documentation et les informations de compte associées qui s'y trouvent. Mais là, ça, moi, ça m'a sans question, mais moche. Quel coffre-fort! La voix de Stéphanie était aiguë, coupant le silence de la pièce. David n'a jamais parlé d'un coffre-fort. Maître Mercier leva les yeux. Apparemment, c'était quelque chose qu'il gérait en privé, madame. Il a été très spécifique sur le fait que seule sa mère devait y avoir accès. J'étais tout aussi stupéfaite qu'elle, un coffre-fort privé. Qu'est-ce que mon David avait bien pu y mettre qu'il voulait que seul moi voie? Qu'y a-t-il dedans? A demandé son frère Marc, son esprit juridique s'agitant. Je n'ai aucune connaissance du contenu, répondit honnêtement maître Mercier. David a simplement fourni la clé et les instructions selon lesquelles madame Éléonore, ici présente, devait avoir un accès unique et complet après son décès. Le visage de Stéphanie était rouge de colère. « C'est absurde », a-t-elle déclaré. « S'il y a quoi que ce soit de valeur dans ce coffre, cela appartient à la succession. Nous allons contester cela. » Maître Mercier est resté imperturbable. « Vous êtes certainement dans votre droit d'essayer, » dit-il doucement. Cependant, la disposition est blindée. David était tout à fait sain d'esprit et de corps lorsqu'il a fait cet ajout. J'ai moi-même été témoin de sa signature. Mais une question m'est venue à l'esprit. « Ah, maître Mercier ?» ai-je demandé tranquillement. « Quand exactement a-t-il ajouté cela ?» Il a vérifié ses notes. « Il y a 3 mois, le 15 février pour être exact. » Le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Je me souvenais si clairement de cette soirée. Nous avions eu un dîner de famille et David avait été si silencieux, si renfermé. Stéphanie avait passé la majeure partie du repas à se plaindre de quelque chose d'insignifiant et j'avais senti une étrange tristesse émaner de mon fils. Maintenant, je comprenais. Il faisait des plans, il me protégeait. « C'est une perte de temps ?» a lâché Stéphanie, repoussant brusquement sa chaise. « Marc, allons-y. Nous déposerons le recours dès demain matin. » En fait, dit maître Mercier, brandissant un autre document. Avant de partir, David a laissé une enveloppe scellée pour sa mère avec des instructions spécifiques. Il m'a tendu une épaisse enveloppe couleur crème par-dessus le bureau. Oh, et ce sont les documents bancaires et sa clé personnelle. La banque devra traiter les formalités, ce qui prend généralement quelques jours ouvrables, mais il voulait que vous ayez ceci immédiatement. Les yeux de Stéphanie étaient rivés sur cette enveloppe, comme si elle contenait les secrets de l'univers. « Je viens avec vous à la banque », a-t-elle déclaré. Maître Mercier secoua la tête. « J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. La politique de la banque est très stricte. L'accès est réservé à madame Éléonore uniquement. » Alors que nous sortions sur le parking, elle m'a coincée près de ma voiture. Sa voix était soudainement douce et suppliante. « Éléonore, soyons raisonnables. Quoi qu'il y ait dans ce coffre, nous devrions le partager. David aurait voulu que sa femme en profite aussi. » Pour la première fois depuis la mort de mon fils, un vrai sourire a touché mes lèvres. « C'est drôle, Stéphanie, » ai-je dit, ma voix calme et claire. « Il y a quelques minutes, à peine vous étiez si sûre qu'il ne m'aurait pas laissé une seule chose. Pourquoi ce soudain changement d'avis ? » Son masque est tombé, révélant la cupidité brute en dessous. « N'oubliez pas, Éléonore, » siffla-t-elle. « Vous vivez dans un motel. Vous avez bien plus besoin de ma bonne volonté que moi de la vôtre. » J'ai fait une pause la main sur la portière de la voiture et je l'ai regardée droit dans les yeux. « En fait, Stéphanie, » ai-je dit doucement, « je ne pense pas avoir besoin de quoi que ce soit de vous, plus jamais. Avez-vous déjà ressenti ce petit battement d'espoir juste avant d'ouvrir une lettre longtemps attendue ?
ou un cadeau spécial. C'est ce que j'ai ressenti pendant 3 jours entiers. 3 longs jours ouvrables pendant lesquels la banque a traité les documents. J'ai passé ce temps dans un état second, mon esprit s'emballant de possibilités. Qu'est-ce que mon David avait bien pu me laisser? Finalement, l'appel est arrivé. Tout était en ordre. Je pouvais venir à la banque. La directrice de l'agence, une femme aimable nommée Madame Chevalier, m'attendait. Elle m'a présenté ses condoléances pour ma perte, puis m'a personnellement escortée jusqu'à la salle des coffres. L'air était frais et immobile, et le silence n'était rompu que par le faible bourdonnement des systèmes de sécurité. Le coffre 3537 est l'une de nos plus grandes unités, m'a-t-elle expliqué en me conduisant à un mur de portes métalliques étincelantes. Votre fils l'a loué il y a environ 5 ans. C'était un visiteur très régulier. 5 ans. Ce n'était pas une décision récente, c'était un plan que David avait soigneusement entretenu pendant des années. Mon cœur s'est serré d'un mélange de chagrin et d'un amour profond pour mon garçon si prévenant. Madame Chevalier a utilisé sa clé principale et j'ai inséré la petite clé en laiton que David m'avait laissée. Avec un déclic doux, la serrure s'est ouverte et elle a fait glisser une lourde boîte en métal de la taille d'une mallette. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, madame, dit-elle en me montrant un petit salon privé. Je serai à mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Seule dans cette pièce silencieuse, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai soulevé le couvercle. La toute première chose que j'ai vue reposant sur une pile de papier était une lettre qui m'était adressée de l'écriture familière et forte de David. Mes mains tremblaient alors que je la dépliais soigneusement. Maman, commençait-elle, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie. Cela signifie aussi probablement que Stéphanie t'a montré exactement qui elle est vraiment. Je suis tellement désolée pour ça, maman. Tellement désolée pour la douleur qu'elle t'a causée. Mais je ne peux pas dire que je suis surpris. Je sais depuis longtemps le genre de personne que j'ai épousée, et je me suis préparée pour ce jour en espérant qu'il n'arriverait jamais. Bon, mes yeux se sont brouillés de larmes alors que je continuais à lire. Ah, tu nous as donné 50 000 € pour l'apport de notre maison. Tu as toujours appelé cela une contribution familiale, mais je sais que c'était une énorme partie de tes économies. Et je l'ai toujours considéré comme un prêt. Tu n'as jamais demandé un centime en retour. Alors ces 5 dernières années, j'ai pris cet argent et je l'ai investi pour toi. J'y ai ajouté ce que je pouvais quand je le pouvais. Des morceaux de mes primes un peu ici et là. Ah, l'argent dans les comptes que tu trouveras ici n'est pas seulement un remboursement, maman. C'est ce que ton amour et ton sacrifice ont fait grandir. C'est ton avenir, ton indépendance. J'ai dû poser la lettre un instant, ma main pressée contre ma bouche pour étouffer un sanglot. J'ai regardé les documents, en dessous. Il y avait des relevés bancaires, des résumés de portefeuille, d'investissement, des numéros de compte et des titres. Mes yeux ont scanné les bilans, mais les chiffres semblaient nager devant moi. J'ai repris la lettre, mes mains tremblant toujours. Je sais aussi que Stéphanie a dit aux gens que tu ne contribuais en rien au foyer, écrivait-il. Ce qu'elle omet commodément de dire, c'est que le prêt immobilier a toujours été payé automatiquement depuis mon compte salaire. Baté, chaque euro que tu nous as donné pour les dépenses du ménage au cours des 2 dernières années n'est pas allé aux courses ou aux factures d'électricité. J'ai pris cet argent jusqu'au dernier centime et je l'ai placé directement sur ces comptes d'investissement pour toi. Tout est documenté, maman. Chaque email, chaque texto qu'elle a envoyé en se plaignant de toi, je les ai gardés. Ah, je pensais que tu devais connaître la vérité. Je pensais que tu méritais de voir ce que je voyais. J'ai attrapé l'épais dossier qu'il mentionnait. À l'intérieur, c'était exactement comme il l'avait dit. Des emails imprimés entre Stéphanie et sa sœur, se plaignant de la vieille. Des captures d'écran de textos où elle prévoyait de transformer ma chambre en salle de sport dès que je serais partie. Il y avait même des copies de relevés de cartes de crédit montrant de somptueuses virées shopping le jour même où elle avait dit à David qu'ils étaient trop justes financièrement pour réparer le robinet qui fuyait. C'était une campagne froide et calculée de manipulation et de tromperie, tout cela exposé en noir et blanc. Le dernier paragraphe de la lettre de mon fils a brisé ce qui restait de ma contenance. « Tu mérites tellement mieux, maman. Oh, tu mérites une vie de paix et de sécurité où personne ne pourra plus jamais te faire sentir comme un fardeau. Oh,
Mon tête et ça, sciention. Prends ceci et construis-toi cette vie. Et s'il te plaît, maman ne parle de rien de tout cela à Stéphanie tant que tu n'es pas en sécurité loin d'elle. Oh, fais-moi confiance. Tout mon amour pour toujours, David. Je suis restée assise dans cette petite pièce sans fenêtre pendant près d'une heure, entourée des preuves de l'amour et de la prévoyance incroyable de mon fils. Il avait tout vu, il avait su. Et au lieu de provoquer une dispute, au lieu de déchirer sa famille de son vivant, il avait tranquillement, méthodiquement construit une forteresse pour me protéger après son départ. Quand je suis finalement sortie de la salle des coffres, Madame Chevalier m'a aidée à transférer les documents dans un grand porte-documents et m'a expliqué exactement comment accéder au compte. Alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone a vibré. C'était Stéphanie. Sa voix était douce comme du miel. Éléonore, je pensais justement à vous. Je me demandais si vous aimeriez passer pour déjeuner aujourd'hui. Nous pourrions parler de ce que vous avez trouvé dans le coffre. J'ai regardé mon propre reflet dans la vitre de la voiture, le reflet d'une femme qui n'était plus sans abri, qui n'était plus impuissante. J'ai souri. C'est une idée charmante, Stéphanie, ai-je dit ma voix calme et assurée. Je serai là à midi. C'était l'heure. Il était temps pour Stéphanie d'apprendre qu'il ne faut jamais sous-estimer une mère, et qu'il ne faut certainement jamais sous-estimer l'amour durable de son fils. Je me suis présentée à la porte d'entrée de la maison, sa maison maintenant, à midi pile. Dans ma main, je portais un petit sac cadeau de bon goût. Sur mon visage, je portais mon expression la plus calme et la plus agréable. Elle m'a ouvert la porte vêtue d'une robe blanche fluide qui semblait plus appropriée pour une garden party que pour la maison d'une veuve récente. Elle n'était que sourire et chaleur, une performance parfaite d'affection accueillante. « Ah, Éléonore, je suis si contente que vous soyez venue », m'a-t-elle lancé en me faisant entrer. « J'ai fait une quiche, votre préférée. » C'était drôle, n'est-ce pas? Comme elle se souvenait rapidement de mes choses préférées, maintenant qu'elle pensait que j'avais quelque chose qu'elle voulait. La table de la salle à manger était dressée avec sa plus belle porcelaine et un bouquet d'hortensias frais. C'était une mise en scène et elle était la star du spectacle. Elle nous a servi à toutes les deux de grands verres de thé glacé et a bavardé sur la météo, sur le nouveau chiot d'un voisin, sur tout et n'importe quoi, sauf la seule chose à laquelle nous pensions toutes les deux. Je l'ai laissé parler. Je me suis assise tranquillement, l'observant sirotant mon thé et attendant. Finalement, elle s'est installée sur sa chaise, ses mains gracieusement jointes sur la table. « Alors ?» commença-t-elle sa voix, prenant un ton plus sérieux. « J'ai beaucoup réfléchi à hier, à ce coffre-fort. » J'ai simplement hoché la tête. « Ah oui ?» ai-je demandé poliment. « Oui » a-t-elle continué, se penchant en avant d'un air conspirateur. « Et je sais que nous avons eu nos différends, mais David voudrait que nous nous soutenions mutuellement. La famille, à l'aide, doit se serrer les coudes, surtout dans un moment aussi difficile. » La famille. Le mot était riche venant de la femme qui m'avait mise à la rue le lendemain des funérailles de son mari. Je ne pourrais pas être plus d'accord, ai-je dit d'une voix égale. Ses yeux se sont illuminés. Elle pensait m'avoir. « Oh, je suis tellement soulagée de vous entendre dire ça. J'avais si peur que vous soyez en colère. Eh bien, à propos du fait d'avoir dû trouver votre propre logement si rapidement. Mais vous comprenez, n'est-ce pas, j'avais juste besoin de mon espace pour faire mon deuil. »« Ah, bien sûr, ai-je dit, prenant une petite bouchée de la quiche. Elle était plutôt bonne, en fait. Le deuil affecte chacun différemment. »« Ça ? Exactement, dit-elle, saisissant l'ouverture. Alors à propos de ce que David vous a laissé, je pensais que nous pourrions mettre nos ressources en commun, combiner ce qu'il y avait dans ce coffre avec l'argent de l'assurance vie. Peut-être tout investir ensemble, j'ai des conseillers financiers absolument merveilleux qui pourraient nous aider. J'étais sûre qu'elle en avait. J'ai posé doucement ma fourchette. C'est une pensée très généreuse, Stéphanie, mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous rend si certaine qu'il y avait quoi que ce soit de valeur dans ce coffre? Elle a été clairement décontenancée par la question. Eh bien, David a toujours été si discret sur ses finances. Il devait avoir une raison de garder quelque chose à part comme ça. Ah, en discret, ai-je médité en prenant une autre gorgée lente de thé. C'est un mot pour le dire. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. Oh, vous savez ce que c'est les hommes.
toujours à nous garder des petits secrets à nous les épouses. Je l'ai regardé droit dans les yeux. En fait, Stéphanie, je pense que David vous en disait exactement autant qu'il pensait que vous méritiez de savoir. Une lueur d'incertitude a traversé son visage. Pour la première fois, son sang-froid semblait vaciller. Qu'avez-vous trouvé dans le coffre, Éléonore a-t-elle demandé sa voix, perdant sa douceur sucrée. Le moment de vérité était arrivé, mais j'ai décidé de le faire attendre encore un peu. J'ai attrapé le sac cadeau que j'avais apporté. Je vous ai apporté quelque chose, ai-je dit en sortant un petit paquet joliment emballé. Juste un petit merci pour le déjeuner. Elle l'a déballé, une lueur de curiosité sur le visage. C'était une photographie encadrée de David prise le jour de sa remise de diplôme. Il avait l'air si jeune, si heureux, si plein de promesses. Pendant une seconde, une véritable douceur a touché ses traits. « Oh, Éléonore, dit-elle doucement, c'est adorable. »« J'ai pensé que vous devriez la voir, ai-je dit. Après tout, vous avez été une épouse si dévouée. » La légère insistance que j'ai mise sur le mot dévoué n'est pas passée inaperçue. Elle a levé les yeux vers moi brusquement, ses yeux plissés. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Rien du tout, ai-je répondu sereinement. « J'apprécie juste quelle bonne épouse vous avez été pour mon fils. » Elle a posé la photo, son attitude changeant complètement. La représentation était terminée. « Vous êtes cryptique, Éléonore. Dites-moi simplement ce qu'il y avait dans le coffre. »« Des noms. J'ai souri. Des documents, ai-je dit simplement. Principalement des documents. Une lecture très intéressante. Quel genre de documents ? A-t-elle insisté, la couleur montant à ses joues. Oh, vous savez, des dossiers financiers, des relevés de placement et une correspondance personnelle. J'ai fait une pause laissant les mots flotter dans l'air. Pas mal d'emails et de textos imprimés en fait. Si elle était pâle avant, elle était maintenant aussi blanche que la robe qu'elle portait. Des textos, a-t-elle murmuré. Mon fils merveilleusement méticuleux. Il m'avait laissé tout ce dont j'avais besoin. J'ai sorti mon téléphone sur lequel j'avais pris des photos de certaines des captures d'écran les plus éclairantes. Il tenait des archives assez méticuleuses, surtout ces derniers 6 mois, ai-je dit d'un ton badin. Vous voulez en voir un? C'est un texto que vous avez envoyé à votre sœur. Voyons voir. Il y a environ 6 mois. J'ai tourné l'écran vers elle, ses propres mots la dévisageaient. Oh, Dieu, j'ai hâte que la vieille Big déménage enfin. On pourra transformer sa chambre en salle de sport que je veux tant. Mais elle s'est jetée sur mon téléphone, mais je l'ai calmement retiré. Il y en a des dizaines d'autres, ai-je dit, ma voix toujours douce. Celui-ci est particulièrement instructif. C'est vous et votre frère Marc discutant de la façon dont vous convainquiez David que je devais contribuer davantage aux dépenses du ménage, alors que vous saviez tous les deux que le prêt immobilier était déjà payé en totalité par son salaire. Arrêtez, souffla-t-elle sa voix à peine audible. Et puis il y a cet échange d'emails plutôt amusant avec votre ami, où vous riez de ma crédulité. Comme il était facile de me faire sentir comme un fardeau alors que vous prévoyiez déjà de me mettre à la porte dès que David serait parti. J'ai posé mon téléphone sur la table à côté de mon assiette. C'était très prévoyant de votre part, soit dit en passant. Planifier mon expulsion alors que mon fils était encore en vie. Son sang-froid s'est finalement brisé en 1 million de morceaux. Il n'avait pas le droit, siffla-t-elle. Il n'avait pas le droit de sauvegarder mes messages privés. En fait, l'ai-je corrigé gentiment, il en avait parfaitement le droit. C'était sa maison et vous parliez de sa mère. Mais la vraie question, Stéphanie, n'est pas de savoir s'il en avait le droit. C'est de savoir ce que nous allons faire de ces informations maintenant. Ses yeux dépouillés de tout faux-semblant étaient remplis d'une peur brute et calculatrice. « Que voulez-vous » a-t-elle exigé. « Vouloir » ai-je demandé en considérant la question. « Je ne veux absolument rien de vous, Stéphanie. Je n'ai jamais rien voulu. »« Alors pourquoi faites-vous ça » s'est-elle écriée, sa voix montant. « Quel est l'intérêt de m'humilier ?» Je l'ai regardé, cette femme qui m'avait causé tant de douleur, et je n'ai ressenti aucune colère, juste une profonde tristesse. « Vous savez, vous avez raison. Il n'y a aucun intérêt à ce que je vous humilie. Vous avez fait un excellent travail toute seule.
Bah, vous m'avez jeté de chez moi, vous m'avez traité de fardeau, vous avez ri de mon chagrin. Mais ce que vous n'avez jamais compris, c'est que mon David voyait tout. Ah, il a vu chaque commentaire cruel, chaque petite manipulation, chaque mensonge. Je me suis levée de table. Et la partie vraiment magnifique, c'est qu'il a tout documenté. Pas pour vous faire du mal, Stéphanie. Il l'a fait pour me protéger. Parce qu'il savait. Il savait que dès qu'il serait parti, vous montreriez enfin votre vrai visage. Elle me regardait fixement, son esprit s'emballant, visiblement cherchant une issue au coin dans lequel elle s'était peinte. Ah, vous ne pouvez rien prouver de tout ça, a-t-elle bégayé. Ça ne tiendrait jamais devant un tribunal. Ah, ça me donne si un dos pour ta tête comme l'eau. J'ai failli rire. Le son m'a surprise. Un tribunal, un tribunal, oh ma chère, nous n'irons pas au tribunal. Elle a cligné des yeux confuse. Pourquoi en aurais-je besoin? Vous voyez, vous m'avez déjà donné tout ce que j'aurais pu vouloir. Oh! J'ai sorti le porte-document du coffre-fort de David de mon grand sac à main et je l'ai posé sur la table, entre les assiettes en porcelaine immaculée. David m'a laissé plus que des captures d'écran, Stéphanie. Il m'a laissé 5 ans de preuves. Elle fixait le dossier comme si c'était un serpent venimeux. Des relevés bancaires? Ai-je continué ma voix basse et stable, montrant les paiements du prêt immobilier être automatiquement déduits du salaire de David chaque mois pendant les 2 années entières où j'ai vécu ici. Des échanges d'emails entre vous et votre frère discutant de la meilleure façon de gérer la situation Éléonore après son départ. Des relevés de cartes de crédit détaillant des milliers d'euros d'achats de luxe, les jours même où vous disiez à Dadoud que l'argent était rare. Sa respiration est devenue courte saccadée. Ah, David, il a gardé tout ça. Oh, ah oui, il était très minutieux. Il a même gardé les emails que vous avez envoyés et à vos amis, le traitant de bonne poire et plaisantant sur la facilité avec laquelle vous le manipuliez pour lui faire croire que j'étais un fardeau financier. Celle-là a fait mouche. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Mais voulez-vous savoir ce que j'ai trouvé le plus intéressant? Ai-je demandé, ouvrant le dossier à un onglet spécifique. C'est cet échange d'emails juste ici. Celui où vous et Marc réfléchissiez à votre plan à long terme pour me faire déclarer légalement incompétente afin de pouvoir prendre le contrôle de ma pension de retraite. Son visage s'est affaissé sous le choc. Nous n'avons jamais. Non, non, ai-je convenu. Vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout. Et savez-vous pourquoi? Parce que mon fils a compris ce que vous prépariez. Et il a pris des mesures pour me protéger. Ses yeux se sont écarquillés. Quelles mesures? Vous n'avez rien qui vaille à la peine d'être protégé. Ah, das sont bon, je me suis permis un petit sourire agréable. Vraiment. Eh bien, selon ces relevés de placement ici présents, il semble que j'ai pas mal de choses à protéger. De l'argent que David faisait fructifier pour moi, soigneusement et avec amour depuis 5 ans. Le silence dans la pièce était absolu. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, les calculs frénétiques. Combien? A-t-elle finalement murmuré, le mot s'échappant de ses lèvres comme une bouffée de fumée. Excusez-moi. Combien d'argent? A-t-elle exigé. J'ai fermé le dossier et je me suis levée prête à partir. Ça, Stéphanie, ce ne sont vraiment pas vos affaires. Je suis sa femme, a-t-elle hurlé, se levant d'un bond. J'ai le droit de savoir. Vous aviez le droit à ce que votre mari vous a laissé dans son testament, ai-je dit calmement. Et si je me souviens bien, c'était un arrangement plutôt généreux. La maison, les voitures, l'assurance vie, les fonds de retraite. Je dirais que vous vous en êtes très bien sorti. Ah, espèce de vieille sorcière manipulatrice, a-t-elle craché, son visage déformé par la rage. Vous essayez de voler ce qui m'appartient de droit. Voler, ai-je demandé en haussant un sourcil. Comment exactement tout ce que j'ai m'a été donné librement et légalement par mon fils? Il était mon mari. Oui, il l'était, ai-je dit, ma voix s'adoucissant d'une vague d'amour pour mon garçon. Et apparemment, il savait exactement quel genre d'épouse vous étiez. Ah, vous n'êtes que sa mère. Les mots ont résonné dans la belle salle à manger, dépouillés de tout faux semblant et de toute civilité. Vous n'êtes que sa mère.
Pendant un moment, la cruauté désinvolte de la remarque m'a piqué. Mais ensuite, alors que je me tenais là regardant la femme que mon fils avait épousée, un profond sentiment de clarté m'a envahi. La douleur a été remplacée par une force tranquille. Vous savez quoi, Stéphanie, ai-je dit, ma voix claire et stable. Vous avez tout à fait raison, je ne suis que sa mère. La femme qui lui a donné naissance, la femme qui l'a élevé pour qu'il devienne un homme bon, décent et honorable, la femme qui l'a aimé inconditionnellement chaque jour de sa vie. Pati, la femme qui lui a donné l'apport pour cette maison même dans laquelle vous vous tenez, celle dont vous m'avez jetée comme une malpropre. J'ai passé mon sac à main sur mon épaule. Le poids du porte-document à l'intérieur était une présence réconfortante. Et apparemment, ai-je conclu, être juste sa mère, c'était plus que suffisant pour David. C'était assez pour qu'il s'assure que je n'ai plus jamais à dépendre de la charité ou de la bonne volonté de quiconque pour le reste de ma vie. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte d'entrée. « Attendez !» a-t-elle crié derrière moi, sa voix empreinte d'une nouvelle panique désespérée. « Éléonore, attendez, on peut arranger ça. S'il vous plaît, parlons-en rationnellement. » Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardée. Qu'y a-t-il à arranger exactement? Ah, tout, dit-elle précipitamment. L'argent, notre relation. Écoutez, je sais que j'ai fait des erreurs. J'étais en deuil. J'étais stressée par les finances. Je suis sûre que vous étiez inquiète pour les finances, ai-je interrompu tranquillement. Mais pas pour les raisons que vous prétendez. J'ai sorti un dernier document du dossier, un que j'avais gardé pour la fin. Ceci est un relevé de carte de crédit Stéphanie, datant du mois avant la mort de David. Il a aussi documenté vos habitudes de dépenses. 15 000 € en un mois. Des soins au spa, des sacs à main de créateur, un week-end à New York avec votre sœur. Tout cela pendant que vous disiez à votre mari que vous vous inquiétiez de payer les courses. Son visage déjà pâle était devenu cendré. Le combat l'a complètement quitté. Elle s'est effondrée sur sa chaise, une poupée cassée dans une robe de marque. « Vous ne comprenez pas, » gémit-elle. La pression. Tout le monde attendait de moi que je sois l'épouse parfaite, que j'aie la vie parfaite. Je l'ai regardée assise au milieu des attributs de sa vie parfaite et je n'ai ressenti que de la pitié. « Non, Stéphanie, ai-je dit doucement. Je ne crois pas que je comprenne, parce que pendant que vous étiez occupée à maintenir les apparences, j'étais occupée à prendre vraiment soin de mon fils. Oh, je l'aimais, a-t-elle murmuré, des larmes coulant maintenant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. Vous aimiez ce qu'il pouvait vous fournir, l'ai-je corrigé gentiment. Il y a une différence. Ah, je ne peux pas tout perdre, sanglota-t-elle. Je ne peux pas redevenir personne. Vous n'êtes pas personne, Stéphanie. Vous êtes la veuve de David. Vous avez cette maison à 500 000 € payée. Vous avez une police d'assurance vie de 200 000 €. Vous avez ces comptes de retraite. Vous êtes financièrement à l'abri pour le reste de votre vie si vous gérez cela sagement. Mais ce n'est pas assez, pas pour la vie que j'avais prévue, s'est-elle écriée. Alors peut-être, ai-je dit en me tournant pour partir pour la dernière fois, avez-vous simplement planifié la mauvaise vie? Je l'ai laissée là pleurant dans sa salle à manger parfaitement dressée, entourée des belles choses qu'elle chérissait bien plus que les gens. Je suis sortie de cette maison et je suis entrée dans la lumière vive de l'après-midi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre, mais je ne pense pas qu'il s'agissait de vengeance. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de la vérité qui émerge enfin à la lumière. Et il s'agissait de l'amour d'un fils. Un amour si puissant et si prévenant qu'il a traversé le voile pour prendre soin de sa mère une dernière fois. Mon David avait tenu parole. Même d'outre-tombe, il m'avait protégée. Et cela a plus que n'importe quelle somme d'argent été le plus beau cadeau qu'il aurait pu me faire. Cela fait réfléchir, n'est-ce pas, à l'héritage que nous laissons derrière nous. Il ne s'agit pas toujours des choses que nous accumulons, mais de l'amour que nous donnons et des vies que nous touchons. Mon fils m'a appris cela. J'aimerais beaucoup lire vos témoignages si vous avez envie de partager dans les commentaires. Racontez-moi un moment où l'amour de quelqu'un vous a fait vous sentir en sécurité protégée, peut-être d'une manière que vous n'aviez jamais vue venir. Vos histoires sont importantes, vous savez. Elles nous rappellent à tous la bonté qui existe dans le monde.